En l'année 1983, les auteurs d'une série de meurtres brutaux sont apparus sur le radar de la police de Vero Beach, en Floride. Deux cousins, David Alan Gore et Fred Waterfield, ont été identifiés et accusés d'être responsables de plusieurs assassinats. La presse les a rapidement surnommés les cousins meurtriers, partageant une longue série de crimes au fil des années. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongerons dans l'histoire macabre qui unit ces deux individus dans une même obsession morbide et brutale. Alors, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur cette vidéo et d'activer la cloche de notification, et je vous dévoile toute l'histoire. En 1979, une femme d'Irradiant-Shawn en Floride fut la première victime test du duo de criminels armés. Pendant qu'il la suivait, Fred Waterfield a tiré sur le pneu de son véhicule avec un fusil. Mais par chance, la femme a réussi à quitter la voiture et à s'enfuir à pied. Peu de temps après, le duo a suivi une femme de Vero Beach jusqu'à Miami, mais ils ont abandonné la poursuite lorsqu'elle s'est garée dans une rue très fréquentée. Le premier assaut réussi a eu lieu à la fin de l'année 1979, lorsque Fred et David ont réussi à kidnapper une jeune fille qui marchait aux alentours de Vero Beach. Lors de ce premier enlèvement, ils l'ont violée et laissée en vie. Le même jour, elle a réussi à signaler l'incident à la police. Cependant, quelque temps plus tard, elle a retiré ses accusations contre le duo, expliquant qu'elle ne souhaitait pas subir l'humiliation d'un procès. Après cette attaque, les deux hommes ont continué à vivre tranquillement. David travaillait avec son père comme gardien de verger d'agrumes, et la nuit, il patrouillait dans les rues en tant qu'assistant du shérif. Fred, quant à lui, venait de s'installer à Orlando, dans le centre de la Floride, où il était responsable d'un magasin de voitures. La vie semblait bien se dérouler pour les deux hommes, mais Fred paraissait vouloir reprendre les agressions sexuelles. Ainsi, de temps en temps, il rendait visite à son cousin, et David comprit rapidement le véritable motif de ces visites. David Alan Gore est né le 21 août 1953. Selon la plupart des sources, il représentait parfaitement le stéréotype du redneck sudiste américain, pesant 120 kilos et passionné par les armes. On raconte que David passait son temps libre à étudier les armes. Lors de son premier emploi comme pompiste, il fut licencié après que son patron eut découvert un trou dans le mur des toilettes masculines menant aux toilettes féminines, fait par David lui-même. De son côté, Fred Waterfield, un an plus jeune que David, avait grandi dans le comté d'Indian River, en Floride, où il était devenu une star du football américain au lycée, malgré un tempérament souvent imprévisible. Les deux hommes n'avaient rien qui laissait présager un avenir prometteur. Mais ils décidèrent de s'unir pour se consacrer à ce qu'ils aimaient tous deux, harceler les femmes. En 1976, ils commencèrent à suivre les femmes comme de véritables stalkers, mais sans s'approcher trop près, jusqu'à ce qu'ils abordent Angela Romeo Austin, âgée de 20 ans. Cette dernière les accusa d'agression sexuelle sous la menace d'une arme. Cependant, ils affirmèrent que l'acte était consenti et l'affaire n'eut finalement pas lieu. Ce résultat leur donna confiance, et avec le temps, leurs actes devinrent encore plus graves et sinistres. En janvier 1981, Fred Waterfield proposa une offre à David, 1 000 $ pour chaque jolie fille qu'il capturerait et lui livrerait. L'offre était irrésistible, non seulement pour l'argent, mais aussi parce qu'elle permettait à David de réaliser ses fantasmes les plus sombres. Ainsi, le 19 février 1981, David partit chasser pour la première fois après cet accord. Ce jour-là, Yingrua Ling, âgé de 17 ans, descendait de son bus scolaire quand David l'aperçut. Il s'approcha, lui montra son badge de police et lui proposa de la raccompagner chez elle. En arrivant chez Ying, David vit sa mère, Riziang Guangling, âgée de 48 ans, et décida de kidnapper les deux femmes. Il les emmena dans un endroit isolé, attacha brutalement Riziang dans un verger et appela Fred Waterfield, qui se trouvait à Orlando. En attendant Fred, David, pour passer le temps, violenta les deux femmes. Quand Fred arriva, il ignora Riziang et concentra son attention sur Ying, la jeune fille de 17 ans. Avant de passer à l'acte, Fred attacha encore plus fermement Riziang, la faisant lentement suffoquer
pendant qu'il agressait sa fille, qui finit par mourir. Avant de partir, Fred laissa $400 à David pour qu'il se débarrasse des corps. Les deux femmes furent démembrées, leurs restes placés dans des barils d'huile et enterrés. Il fallut environ 5 mois avant que leur prochain assaut ait lieu. Le 15 juillet 1981, David, âgé de 35 ans, arrivait sur les plages étourdissantes de Californie. Jordith, une habitante de la petite ville côtière de Fort Pierce, en Floride, était habituée aux plages, mais elle cherchait quelque chose de différent, comme Round Eyes Van Park. Là, elle gara son véhicule près de la plage et se promena dans le parc. Pendant ce temps, David Alangor avait quitté la maison à la demande de son cousin Fred, qui souhaitait une nouvelle victime. Cette fois-ci, elle devait être blonde. En tant qu'habitant local, David savait qu'il trouverait une femme blonde près de la plage ou dans le parc Round Azelon. C'est là qu'il aperçut Judith David. Son plan était à la fois astucieux et morbide. Il la laissa s'éloigner et s'assura de saboter le véhicule de la victime. Lorsque Judith décida de rentrer chez elle, sa voiture tomba rapidement en panne. C'est alors que David apparut pour proposer son aide. Il lui offrit de la conduire jusqu'au téléphone le plus proche afin qu'elle puisse appeler une dépanneuse. Cependant, dès qu'elle monta dans la camionnette de David, il sortit une arme et la menotta. Ensuite, il appela Fred et fixa un rendez-vous dans une zone isolée à proximité. Quand David arriva avec Judith, Fred fut tellement satisfait de la victime qu'après l'avoir agressée sexuellement, il remplit un chèque de $1 500 pour son cousin. Le sort de cette femme resta un mystère macabre. 2 ans plus tard, David avoua qu'il l'avait donnée en pâture aux alligators, expliquant qu'il avait laissé son corps dans un marécage situé à environ 16 km de l'Interstate 80 en Floride. Une semaine après le meurtre de Judith, la police locale plaça David Alangor sous surveillance, après avoir reçu une plainte d'un habitant. Celui-ci affirma qu'un policier avait arrêté sa fille sur une route rurale, prétendant qu'il l'emmenait pour un interrogatoire. Après 2 jours d'enquête interne, David fut arrêté en flagrant délit. Les policiers le trouvèrent accroupi sur le siège arrière du véhicule d'une femme qui se trouvait à une clinique de Vero Beach. Avec lui, ils découvrirent une arme, des menottes et un scanner radio de la police. Lors de son procès, le jury le déclara coupable de port d'armes illégales et David fut condamné à 5 ans de prison, avec obligation de suivre un traitement psychiatrique. Pendant son incarcération, David refusa catégoriquement le traitement et il fut libéré en mars 1983, 3 ans avant la fin de sa peine, sous liberté conditionnelle. Lorsque Fred apprit que son cousin avait été libéré, il retourna rapidement à Vero Beach, où ils décidèrent de reprendre leur chasse. Le 20 mai 1983, le duo tenta de kidnapper une travailleuse du sexe à Orlando. Cependant, malgré la menace d'une arme, la femme réussit à s'échapper. Ce type de courage devenait de plus en plus fréquent chez les travailleuses du sexe, qui, en 1983, connaissaient bien les horreurs subies par leurs consoeurs aux mains de tueurs en série dans tout le pays. Malheureusement, cette fuite ne dissuada pas le duo. Le lendemain, David et Fred rencontrèrent 2 adolescentes de 14 ans, Angelica Vavalli et Barbara Bayer, faisant de l'autostop à Orlando. Les 2 jeunes filles furent agressées sexuellement et abattues par balles. Barbara Bayer fut démembrée et enterrée dans une tombe peu profonde, tandis que le corps d'Angelica fut jeté dans un canal près du lieu du crime. Démembrer un corps représente l'apogée du contrôle absolu recherché par les criminels violents et les violeurs en série, juste après le cannibalisme. Dans le cas de David et Fred, cette sensation de contrôle était partagée mutuellement. Fred n'avait pas tué pendant 2 ans, mais il avait repris ses crimes après la libération de David. Fred semblait obsédé par une domination totale, déléguant souvent les tâches les plus sordides à son cousin. Près d'1 mois plus tard, le 26 juin 1983, les autorités locales de Vero Beach furent alertées par un appel anonyme au 911, signalant qu'un homme nu tirait sur une femme nue dans un quartier résidentiel. À leur arrivée sur les lieux, les policiers découvrirent, dans le garage d'une résidence, du sang frais coulant du coffre d'un véhicule. En l'ouvrant, ils découvrirent le corps d'une femme tuée d'une balle dans la tête. Ce scénario fut rapidement signalé et des renforts furent dépêchés à la résidence. Sur place, les forces d'élite lancèrent une traque intense de 90 minutes pour capturer le suspect,
qui finit par se rendre. Lorsqu'ils retournèrent à la résidence, le suspect conduisit les policiers au grenier, où ils firent une découverte glaçante, une jeune fille attachée avec des câbles électriques. Au commissariat, les forces de l'ordre recueillirent les témoignages de la victime, Regan Martin, une adolescente de 14 ans, et du principal suspect, David Alan Gore. D'après les informations collectées, Regan Martin et son ami Lynn Elio, âgé de 17 ans, avaient quitté leur lycée de Vero Beach pour se rendre à la plage d'Uabasso, en Floride. Elles avaient décidé de faire de l'autostop. C'est alors que David et Fred les abordèrent dans un véhicule. Dès que les deux jeunes filles montèrent dans la voiture, elles furent immédiatement maîtrisées et conduites à la propriété familiale des Gore. Une fois sur place, Fred repartit à pied, prétextant avoir aperçu sa sœur et se disant inquiet pour elle. Pendant ce temps, David, sans remords, plaça chaque fille dans une pièce séparée, où elles furent agressées. L'attaque dura de longues heures. Cependant, alors que David s'en prenait à Regan, Lynn Elio parvint à s'échapper. Avec les mains attachées dans le dos, elle courut jusqu'au trottoir devant la résidence. Malheureusement, lors de sa fuite, elle perdit l'équilibre et tomba. David raconta lui-même: « Je continuais à courir après elle, jusqu'à ce qu'elle glisse et tombe. Je l'ai rattrapée et j'ai commencé à la traîner en arrière. Elle essayait de résister et de se battre. Alors, je l'ai jetée au sol, et c'est là que je lui ai tiré une balle dans la tête. » Après avoir entendu ce récit glaçant, David ne resta pas silencieux. Il identifia rapidement son complice et cousin, Fred Waterfield. Une chasse à l'homme fut immédiatement lancée, et Fred fut arrêté peu de temps après. Le 7 décembre 1983, David accepta de conduire les autorités jusqu'au reste de ses victimes. Les enquêteurs, plongés dans l'horreur, découvrirent les corps de 3 très jeunes filles et de 2 femmes adultes. Ces découvertes horribles témoignaient de la cruauté impitoyable des 2 cousins. Cette année-là, les meurtres en série commis par David Alan Gore et Fred Waterfield devinrent l'une des tragédies les plus terrifiantes de l'histoire de la Floride. L'indignation publique fut immense, et des appels pressants furent lancés pour un procès rapide et exemplaire. Après l'arrestation des criminels, il a été découvert que l'appel anonyme au 911 avait été passé grâce à Michael Rock, âgé de 15 ans. Un garçon qui faisait du vélo dans la région lorsqu'il a été témoin du crime. Michael a rapporté qu'en rentrant chez lui, il en a parlé à sa mère, qui a fini par appeler les autorités. Il a été considéré comme un héros par la communauté locale, qui a déclaré que le règne des criminels n'avait pris fin que grâce au courage de Michael. Le 6 janvier 1984, le procès a finalement débuté à Saint-Pétersbourg, en Floride. Regan Martin a été appelée comme témoin et, devant le jury, elle a rapporté que David avait dit que si elle et Lynn faisaient quoi que ce soit, elle finirait morte avec la gorge tranchée. La jeune fille de 14 ans a raconté qu'elle avait été agressée à au moins 3 moments différents pendant la fuite de Lynn. Regan a dit que David l'avait mise dans un placard et a ensuite entendu le bruit de sa course, suivi de 3 coups de feu. Après avoir appris que Lynn avait été tuée, David est revenu et l'a cachée dans le grenier, où elle est restée jusqu'à l'arrivée de la police. Bien que la défense ait lutté pour diminuer la responsabilité du criminel, l'affaire était trop solide en faveur du ministère public. Ainsi, le 16 mars 1984, le jury a condamné le criminel pour meurtre au premier degré, 2 chefs d'accusation d'enlèvement et 3 chefs d'accusation d'agression sexuelle en lien avec la mort de Lynn Elliott. Au final, David Alan Gore a été condamné à mort pour le crime contre Lynn Elliott par un vote de 11 contre 1 et a reçu 5 peines de prison à perpétuité pour 5 chefs d'accusation de meurtre. Plus tard, le 21 janvier 1985, Fred Waterfield a été condamné pour les meurtres de Barbara Ann Bayer et Angelica Lavallee, tués en mai 1983. Fred a été condamné à 2 peines de prison à perpétuité. En 1989, un juge du district fédéral a annulé la sentence de mort, affirmant qu'il aurait dû être autorisé à présenter de nouvelles preuves montrant que David était ivre lors du meurtre de Lynn Elliott, signifiant qu'il n'était pas en contrôle de ses actions. Cependant, en novembre 1992, Regan Martin, alors âgé de 24 ans, a témoigné et a dit que David n'était pas ivre. Selon la jeune femme, elle n'a à aucun moment senti d'odeur d'alcool dans son haleine, ni même vu les yeux de son agresseur rouge. Au final, le jury a condamné David Alan Gore à la chaise électrique, où il attendrait sa mort au pénitencier d'État de Floride. J'ai vu de nombreux meurtres au fil des ans et j'ai requis de nombreuses peines de mort. Mais je ne peux penser à personne qui mérite plus la peine de mort que David Gore,
a déclaré Bruce Colton, procureur de l'État. Le 5 juillet 2007, la Cour suprême de Floride a confirmé la sentence de mort de David, mais comme la chaise électrique n'était plus appliquée, la sentence de mort a été convertie en injection létale. Ces événements successifs de mort et de jugement nous conduisent à la fin de l'après-midi du 12 avril 2012, lorsque David Alan Gore a été placé et attaché sur une civière, où il a dit ses dernières paroles à la famille de Lynn Elliott avant l'injection létale. « Je suis désolé, j'ai des remords, je ne suis plus l'homme que j'étais à cette époque, mais je ne crains pas la mort. » Après que sa mort a été annoncée, les filles jumelles de Fred Waterfield ont déclaré qu'elles étaient heureuses de la fin de leur oncle. Selon elles, David est le seul coupable et a faussement impliqué Fred dans les meurtres. « Il nous a enlevé notre pilier, notre père, qui était tout pour nous », a dit Shona Green, âgée de 38 ans. Au cours des années avant que la sentence soit appliquée, Len Dixon a lutté dans plusieurs manifestations contre la peine de mort et avait même échangé des lettres avec David. C'est un psychopathe, il est fou, mais la peine de mort existe parce que les politiciens ne veulent pas être accusés d'être passifs face à un crime. Une autre personne qui a correspondu à plusieurs reprises avec David était l'écrivain Pete Early, qui a écrit dans son livre que David Alan Gore avait une volonté inextinguible de tuer et n'a jamais exprimé de remords pour ses crimes. Pete a également raconté qu'il avait lu des lettres où David se vantait de l'amitié qu'il avait nouée dans le couloir de la mort avec le tueur en série Ted Bundy. Dans ces lettres, David a dit qu'il avait discuté avec Ted de l'influence de la pornographie dans le développement de la violence du tueur. Mais il n'est pas clair si, comme Ted, il blâme la pornographie pour ses actes. La mère de la victime, Barbara Ann Byer, âgée de 14 ans, tuée en mai 1983, a dit qu'elle ne se soucie pas de ne pas avoir reçu de demande de pardon, comme la famille Elliott, et a simplement déclaré qu'elle ne souhaite plus rien de David, sauf qu'il disparaisse pour toujours. En 1972, la peine de mort en Floride avait été abolie par la Cour suprême des États-Unis après l'affaire William Henry Furman, qui avait tué William Meek lors d'une intrusion domiciliaire à Savannah en Géorgie le 11 août 1967 et avait reçu la peine de mort, mais elle avait été annulée. Sa peine a été convertie en prison à perpétuité. Cependant, en 1976, la peine de mort est revenue et parmi les 400 prisonniers du couloir de la mort, David Alan Gore a été le 73e à être exécuté en Floride. Sa sentence finale a été signée par le gouverneur Richard Lynn Scott, qui a déclaré « C'était un individu dont les crimes étaient odieux. Il a été reconnu coupable et condamné à mort. » Avant de signer, le gouverneur Rick a rejeté plusieurs demandes d'évêques de Floride qui s'opposent à la peine de mort. Je peux dire que je prie à ce sujet. Je prie pour sa famille. Je prie pour ses victimes. Ce n'est pas quelque chose que je prends à la légère. Au final, les actes odieux de David Alan Gore l'ont conduit au même endroit où il avait l'habitude d'emmener ses victimes. Bien que la violence soit incomparable, la grande tragédie des tueurs en série sera toujours la même. La mort condamnée ou la mort misérable enfermée entre 4 murs.